Et nous, notre défi autour de la table, c'est d'imaginer toute la stratégie de communication, aussi bien sur le fond que sur la forme, pour accompagner cette phase de transition. On va s'intéresser à l'entrecôte. 60 ans, ils n'ont qu'une seule recette. Franchement, déjà en termes de rentabilité, on est d'accord. Aller chercher de la viande en local. Moi, je suis pas très objectif. On garde en fait leur âme et leur ADN qui est hyper fort. On va parler du visuel. Donc là, on va plutôt laisser Céline et Juju parler, parce qu'on pourrait vous montrer à l'écran notre niveau de dessin. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très content de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous avez vu dans la première vidéo, on a fait cet épisode dans un décor très sympa. Et on prend le même décor et on recommence. On espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes la Freelancerie. On a la chance d'avoir le fondateur, le magnifique fondateur de LF sur le plateau. François, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Freelancerie ? Eh bien, merci pour le magnifique. Écoute. Je prends les compliments. Eh bien, bonjour à tous, bonjour la commu. Eh bien, effectivement, moi, c'est François, je suis le fondateur de la Freelancerie. C'est un collectif d'indépendants, donc là, on est 4 autour de la table. Il y a une dizaine de personnes qui nous regardent derrière. Et donc, nous, on est liés par le domaine de la communication. Et notre mission, c'est très simple, c'est d'accompagner les entreprises à se transformer en marques puissantes. On va en parler, effectivement, tout au long de ce média. Très clair. À côté de moi, j'ai Céline qui fait ses débuts dans ce nouveau format. Céline, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ? Bonjour, donc moi je suis Céline, je suis designer graphique sur Nantes et je suis spécialisée en calligraphie lettrage. Plus précisément, j'accompagne aussi les entreprises à identifier leurs piliers fondamentaux et à les relier à leur identité de marque. Très bien. On reste dans l'univers visuel avec Justine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Donc, je suis directrice artistique et brand designer. J'accompagne les marques à créer leur identité, qu'elle soit cohérente et alignée. Et pour ma part, donc c'est Cyril et dans la vie, j'aide les entreprises à lancer leur podcast vidéo comme on est en train de faire là autour de la table. Et l'idée, c'est qu'elles puissent augmenter leur réputation, avoir beaucoup plus d'autorité dans leur milieu pour attirer plus de clients. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle le concept, si jamais c'est la première fois que vous tombez sur ce format. On s'est challengé avec les copains et les copines de la Freelancerie et on imagine qu'une marque vit un gros pivot dans son histoire. Voilà, une phase assez importante avec un gros enjeu, avec une notion de progression quand même, ça c'est important de le noter. Et nous, notre défi autour de la table, c'est d'imaginer toute la stratégie de communication, aussi bien sur le fond que sur la forme, pour accompagner cette phase de transition. Et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à une marque qui, heureusement on a mangé là, ça va, donc ça va pas trop nous donner faim, mais on va s'intéresser à l'entrecôte. Donc l'entrecôte, si jamais vous connaissez pas, c'est une chaîne de restaurants qui a été fondée en 1962, et le concept donc c'est de servir un plat unique, donc l'entrecôte avec une sauce a priori. Moi, j'ai envie d'avoir vos avis là-dessus parce que j'y suis jamais allé. Mais avec une sauce a priori qui est gardée secrète, la composition, mais qui est incroyable. Est-ce que c'est vrai, cette histoire, François ? Moi, je suis pas très objectif. Tu le sais, niveau bouffe, j'aime tout. Non, je vais laisser la parole aux filles. Qu'est-ce que tu en penses, Céline ? Alors moi, avec beaucoup d'objectivité, je vais dire yummy. Non, elle est vraiment très très bonne cette sauce et elle est vraiment particulière. C'est une signature du resto et voilà, quand on la goûte la première fois, on l'oublie pas. Ok. Juju, toi, t'es team entrecôte ou... Bah évidemment, je suis alignée avec les copains. Forcément, non, elle est incroyable. Bon, très bien. Il va falloir que j'y aille du coup. Goûter cette sauce. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, pour l'épisode du jour, on imagine que l'entrecôte obtient sa première étoile. Évidemment, on est dans une approche fictive, mais sait-on jamais. Donc, on imagine que l'entrecôte décroche sa première étoile au guide Michelin. Donc, nous, notre travail, notre défi aujourd'hui, ça va être d'imaginer quelle serait la stratégie de communication à mettre en place pour accompagner cette première étoile. Parce que forcément, c'est un gros changement dans la vie d'un restaurant, donc ça a un impact sur la communication. Donc on va rentrer dans ce qu'on appelle, nous, la bulle créative, un temps de réflexion collective, dans lequel on va poser les pistes et les premières bases de cette nouvelle stratégie de communication. Et pour commencer, peut-être, François, est-ce que tu peux nous faire un audit, un état des lieux de l'existant en matière de communication sur l'entrecôte ? Je suis monsieur Audit.
Exactement, monsieur Audit, j'aime Monsieur beaucoup. Audit. Oui, donc le constat de communication est très simple. Il focalise beaucoup sur un récit plutôt traditionnel, assez puissant, avec cette recette unique, cette histoire aussi familiale et une expérience qui a changé depuis 1962, donc ça va faire plus de 60 ans quand même, que au final rien n'a bougé. En termes de communication digitale, ils ont un site internet. Ils ont des réseaux sociaux plutôt traditionnels, Instagram, Facebook. Il y a quelques messages quand même, il y a quand même une petite régularité. Et les messages principaux, ça va être sur l'histoire, ils focalisent énormément sur l'histoire, sur les produits, sur l'expérience, il y a la convivialité, ça c'est important aussi pour eux, et cette fameuse recette secrète et la sauce Magic Bogos. Let's go. La sauce signature, donc avec effectivement pas mal de messages autour de cette énigme. Et je trouve que pour moi, en tout cas, ça fonctionne dans leur cible actuelle. On est sur des clients fidèles qui aiment la tradition, qui aiment la simplicité. Donc la communication qu'ils adoptent aujourd'hui, que ce soit dans le fond ou dans la forme, pour moi, ça fonctionne. Maintenant, forcément, si on part avec cet imaginaire, on est sur un step-up bien plus haut. Je rappelle juste, en termes de guide Michelin, les critères, on est sur de la qualité des produits, l'harmonie des saveurs, la technicité, le service dans sa globalité et la personnalité du chef. Voilà. Donc, même si on sait que les chaînes ne peuvent pas avoir cette première étoile, on remarque qu'on n'est pas si loin que ça, en fait, en termes d'expérience qu'offre Entrecôte et par rapport aux critères. On n'est pas si loin que ça, donc l'imaginaire n'est pas forcément si déconnant que ça. Ok. Très bon audit, vraiment, effectivement. Monsieur Audit, au top. C'est validé. Donc, on va pouvoir rentrer dans la bulle créative, ce qu'on appelle, nous, la bulle créative chez LF. C'est un temps de réflexion collective où, avec un ou une cliente, on réfléchit ensemble pour poser les bases d'une nouvelle stratégie collective. On va avoir 3 temps là dans cet épisode. Le premier temps, on va s'intéresser d'abord au message qui serait intéressant de véhiculer pour l'Entrecôte avec cette nouvelle donnée de première étoile au guide Michelin. Dans un deuxième temps, on s'intéressera à la stratégie de diffusion, quels canaux investir pour les prises de parole, et on terminera par l'aspect visuel, voir s'il y a des choses à améliorer pour atteindre ce nouveau standard. Donc, pour commencer, François, je te redonne la parole sur les messages. Qu'est-ce qui serait intéressant de véhiculer pour l'Entrecôte avec cette nouvelle information, hein, je le rappelle, première étoile au guide Michelin. Je suis parti dans une direction. Il va falloir me suivre. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. En gros, moi, l'idée, c'est que si on reprend l'imaginaire, si demain l'Entrecôte obtienne cette première étoile, pour moi, il y a déjà un changement en termes de statu quo dans la gastronomie. On récompense un patrimoine culinaire. Donc, moi, la stratégie, c'est de devenir une marque ambassadrice d'une nouvelle définition de la qualité au niveau de la gastronomie. Donc redéfinir clairement cette notion-là. Pour faire très simple, c'est un peu comme Jacques Mus l'a fait avec la notion de luxe, où il a redéfini aussi, lui, ses codes du luxe avec son histoire familiale assez forte. Eh bien, ça s'adopte sur plusieurs choses. Au-delà du produit et de l'histoire qui communique là actuellement, c'est comment on va réussir à chercher une nouvelle clientèle aussi. Parce qu'il y a la clientèle des fidèles, mais là, on passe d'une étoile, on va chercher effectivement d'autres clients. On va se concentrer, enfin en tout cas, moi ce que j'avais prévu, c'est de se concentrer sur le why, le pourquoi. Vous savez, c'est ce qui permet de savoir pourquoi, en tant qu'entreprise, on existe et à quoi on contribue. Eh bien, moi je trouve qu'actuellement, ils sont plutôt ce qu'on appelle un why interne, donc l'histoire familiale. Un restaurateur traditionnel. Donc là, on est plutôt sur ce qui fédère de manière traditionnelle et quand on rentre dans l'entreprise, on comprend à quoi on contribue. Mais par contre, je trouve en tout cas qu'il manque une dimension plutôt collective et d'amener un why plutôt collectif, donc d'un restaurateur traditionnel à un acteur du changement. Et donc, c'est potentiellement prendre le contre-exemple du guide Michelin en disant « on n'a rien changé ». C'est juste le regard de la gastronomie qui a changé. Donc prendre un contre-pied et potentiellement un message politique assez fort où on valorise cette notion de mérite. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de créer
de l'autocélébration, mais plutôt de créer une lettre d'intention où on va chercher justement une dynamique plutôt collective. Donc, redéfinir la qualité, qui, pour moi, va à l'encontre de l'innovation. On est dans une société actuelle où on cherche toujours l'innovation, des nouveautés, etc., de changer tout ce qu'on peut. Sauf que là, en fait, on va redéfinir la qualité par quelque chose d'assez constant. La régularité, ça peut être aussi une qualité. Le fait que ça fait 60 ans qu'ils n'aient qu'une seule recette, franchement, déjà, en termes de rentabilité, on est d'accord. Masterclass, les gars. Masterclass. Clairement, masterclass. Et donc, c'est potentiellement essayer de rendre cette étoile non élitiste, mais plutôt quelque chose d'assez accessible. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va réussir à chercher une clientèle qui, au final, adopte aussi ce message plutôt politique et fédéré autour de ça. Donc, on peut voir qu'on n'est pas si loin que ça. L'ADN, il est très fort déjà chez Entrecôte. Oui. Mais c'est de pouvoir ajouter effectivement cette dimension, pour moi, collective. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, si. Mais pour moi, ça me permet en tout cas de fédérer du monde autour de ce projet-là. Ouais, super intéressant. Céline, est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que ça t'inspire, ça ? Et moi, je suis complètement alignée en fait avec ce que tu as dit, parce que ce que j'ai perçu dans l'histoire de l'Entrecôte, dans son histoire familiale, c'était aussi d'avoir ce plat qui est récurrent dans le temps. C'est aussi une manière pour eux de le maîtriser, de le perfectionner. Et donc, ça doit être récompensé par le guide Michelin, même si ça reste un plat populaire, parce qu'on est quand même sur l'Entrecôte, on est sur du populaire et des repas très conviviaux. Et pour autant, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas valoriser ça chez le guide Michelin aussi ? Parce que dans le temps, ça a fait ses preuves. Voilà. Donc, moi, je trouve que ce que tu apportes, en tout cas, est hyper intéressant pour leur évolution. Juju, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi aussi ? Eh ben, je suis plutôt d'accord avec vous. En vrai, t'es pas si loin. T'es pas trop parti loin. C'est notamment sur le côté populaire, intergénérationnel, le côté accessible à tous. Pour l'instant, c'est un positionnement qui n'est pas élitiste. Après, redéfinir, c'est vrai, les codes de la gastronomie, je trouve ça hyper intéressant parce que on garde en fait leur âme et leur ADN qui est hyper fort, et en redéfinissant ça et du coup en amenant un côté aussi un peu plus haut de gamme, mais ancré sur des valeurs fortes et sur l'historique et la tradition. Et c'est vrai que moi, j'avais bien retenu aussi le côté régularité, ritualisation, avec un découpage précis, etc. On a aussi le côté populaire sur le fait que les frites soient à volonté, etc. Ça peut être gardé, mais c'est vrai que le plat en tant que tel, la viande et la sauce magique, en sauce magique beau gosse, c'est voilà toute leur ADN, toute leur histoire, et c'est intéressant de revoir la gastronomie par rapport à ça. Ouais, on est vraiment sur un axe hyper intéressant. Moi, peut-être qu'on pourrait aussi rajouter, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que si on essaie de dézoomer un peu et on est sur un sujet aujourd'hui où est-ce qu'il faut manger de la viande ou pas, peut-être que ça serait intéressant pour eux, avec ce nouveau statut, de revaloriser le fait de manger de la viande, mais de la bonne. Oui. Il peut y avoir peut-être un axe intéressant, quitte à en manger, autant privilégier un savoir-faire, une histoire familiale, plutôt que d'aller dans des supermarchés acheter de la viande bas de gamme, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être un axe intéressant, quoi. Clairement. Oui, c'est parce que ça les repositionne sur le marché gastronomique avec leurs particularités, mais aussi comment ils se positionnent autour de ces étoilés qui, eux, n'ont pas un plat unique. Donc, voilà, par de la viande, peut-être qu'aller chercher de la viande en local, valoriser tous leurs ingrédients, en fait, parce que pour l'instant, on n'a pas complètement cette communication qui est faite chez eux. Enfin, en tout cas, peut-être pas assez valorisée pour qu'on la perçoive dans leurs réseaux sociaux ou sur leur site internet. Ouais, on pourrait peut-être aller un peu plus loin dans l'incarnation. C'est vrai qu'on en a parlé dans l'autre épisode sur Biomed. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, mais l'incarnation, c'est quelque chose d'important. Donc effectivement, on va peut-être un peu plus encore de portraits, d'éleveurs, des choses comme ça. Ça permet toujours, je trouve, de donner du poids à ce qu'on fait, quoi. Mais ça s'appelle l'Entrecôte quand même aussi. Exactement. En termes de nom, aujourd'hui, tu as le nom pour devenir un ambassadeur, effectivement, de la bonne qualité de la viande. C'est difficile de faire un podcast quand on a faim, non? T'as faim, là? Moi, j'ai faim. T'as déjà faim? On a mangé il y a pas longtemps. Mais bon, là, c'est fou. C'est le goûter. En fait, tu la visualises. C'est vrai qu'elle donne envie aussi. Peut-être demander à l'Entrecôte de nous faire goûter ce... Exactement. Vous voyez où est-ce que on veut en venir?
N'hésitez pas, on peut faire ce podcast directement dans le resto. Bon, est-ce qu'on a tout dit là dans les messages, hein, on a une base intéressante, enfin, en tout cas une piste de réflexion intéressante. Une piste de réflexion intéressante, si je peux me permettre. Vas-y, Moi, Céline, ça me pose une question, en fait, Ouais. parce que du coup, je me dis, on passe à un étoilé. Là, on a cette vision que tu apportes, mais de l'autre, on a aussi, quand on passe en étoilé, on a une cible clientèle qui change, qui va devenir plus exigeante. Et qu'est-ce qui va en être de ce plat un peu basique ? Est-ce qu'ils ne vont pas attendre plus, tu vois, même s'il est valorisé par le guide Michelin ? Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Moi, je suis plutôt parti sur le première étoile comme ça. C'est pour ça, effectivement, je me suis dit que ça peut être intéressant de valoriser, de redéfinir effectivement ce que c'est la qualité et les attentes, au final, aussi des personnes qui veulent manger dans un restaurant avec une première étoile. Donc moi, c'est plutôt sur une dimension plutôt large. Mais si on reprend les critères de base du guide Michelin, il va falloir faire des efforts de présentation, effectivement. Oui. Oui, après, c'est tout le côté populaire qui va devoir être... Et en même temps, il ne faut pas qu'on le dénature non plus, C'est ça. parce que c'est ce qui fait la force du restaurant aujourd'hui. Ah, mais c'est un sacré Complètement. sujet, ça. De toute façon, quand une marque vit comme ça une transition, comment est-ce qu'on part de l'existant pour faire évoluer la marque? Ça, c'est peut-être que vous qui êtes en train de nous regarder, c'est un sujet que vous avez en ce moment. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans les commentaires. Ça, on y répondra avec grand plaisir. Est-ce qu'on laisse de côté les messages pour le moment? Très clair. On passe du coup au deuxième temps de notre bulle créative. Et là, on va s'intéresser cette fois-ci à la stratégie de diffusion. Donc, ce qu'on entend par stratégie de diffusion, c'est où est-ce que on va faire nos prises de parole, quoi. Alors, sachant que là, on part pas de zéro, hein, bien évidemment, tu l'as dit, François, tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui serait intéressant peut-être d'apporter en plus sur cette question-là? Peut-être le site internet, tu disais, Ouais, François. un petit peu. Je ne vais pas parler visuellement du site parce que je pense que ce sera une question à soulever tout à l'heure. Il y a pas mal de choses là-dessus. En fait, au final, peut-être que la refonte, c'est surtout au niveau visuel. Mais c'est comment réussir à amener plus d'expérience. En fait, c'est d'être en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à cette nouvelle stratégie, à ajouter des punchlines sur la notion de qualité, créer un manifeste aussi. Pour moi, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui contribue. Donc, si on part sur cette stratégie-là, ça va être important aussi de créer une page sur le manifeste pour savoir effectivement leurs engagements. Il y a des notions d'engagement, mais c'est très accentué produit, mais pas accentué vision, selon moi. Pourquoi pas un livre d'or? Une clientèle de fidèles. Il y a une possibilité effectivement de créer une communauté aussi assez forte autour de l'entrecôte. Voilà, en fait, en termes de site internet, pour moi, ça va surtout jouer visuellement, que ça soit au niveau photo, vidéo et l'identité visuelle. Mais sur la partie fond, ça va être de reprendre effectivement la partie stratégie dite tout à l'heure. Ouais, on va un cran plus loin que ce Carrément. qui existe aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est un peu la même chose, moi je pense, sur la stratégie de diffusion. Parce qu'il y a déjà quand même des choses qui existent. On pourrait effectivement imaginer, si on a toujours en tête évidemment cette notion de première étoile, donc un public qui change, c'est vrai, peut-être quelque chose d'un peu plus premium, on pourrait imaginer des beaux portraits vidéo d'éleveurs chez qui ils se fournissent. Ça pourrait être intéressant de voir d'où est-ce que vient la viande en fait, et qu'on ait un peu de storytelling, donc de récits autour de ces gens-là qui fournissent. Ça pourrait être intéressant. Je pense donner la parole aussi aux clients, ce que tu disais, un livre d'or, pour aussi utiliser des petites capsules vidéo, ça serait intéressant, mais que l'entrecôte n'hésite pas finalement à devenir un média, quoi. C'est un peu ce qu'on recommande à toutes les marques. Mais je pense que ça serait intéressant. Ouais, et puis pourquoi pas jouer sur des choses qui sont propres à chez eux. La fameuse queue, quand tu attends, il n'y a pas de réservation. Oui. Donc, sous la pluie, distribuer des parapluies. Donc, en fait, il y a des choses qui sont intéressantes en termes d'expérience que tu ne retrouves pas forcément dans d'autres restaurants. Et c'est peut-être sur ça, en fait, en termes de médias, en fait, à mettre en avant, les fidèles de l'entrecôte, etc. Je pense que... Et ça va permettre justement d'alimenter aussi le site web sur une rubrique vraiment médias. Oui, je pense que, tu vois, je rebondis sur cette queue interminable qui attend. C'est vrai que faire une sorte de petit micro-trottoir des gens qui attendent leur expérience client avant, et puis quand ils ressortent, qu'est-ce qu'ils en pensent après, tu vois, de valoriser est-ce que vous avez passé un bon moment, la fameuse sauce magique, qu'est-ce que vous en avez pensé? Du coup, de faire parler les clients, c'est intéressant parce que ça va permettre à l'extérieur de voir cette connexion et la convivialité, même si c'est un étoilé derrière. Parce qu'on a un petit peu
ce rapport avec les restos gastronomiques étoilés qui est c'est pas pour moi parce que c'est trop ça va être plus cher, ça va être élitiste, etc. Et là, on peut proposer peut-être un étoilé convivial, familial. Ouais, accessible, où on a envie d'aller. C'est ça. Il y a la partie photo, peut-être, Juju, on en parlait en préparant l'émission, mais alors, c'est à mi-chemin entre la diffusion et le visuel, mais c'est un vrai levier aujourd'hui, la photo. Comment est-ce que tu verrais ça, toi ? Complètement, et ça fait écho aussi à ce que tu disais au niveau des vidéos. C'est vrai qu'on peut rendre les photographies et toute l'iconographie du site et des réseaux beaucoup plus premium comme les vidéos, que ça soit des belles photos qualitatives des éleveurs, des cuisiniers. Ça peut être des belles photos un peu close-up, gros plan, des plats avec peut-être un univers un peu plus noir. Bon, on en reparlera dans l'identité, mais le spoil, là. C'est ça. Voilà, un peu plus de noir et de contraste, des photos, voilà, un peu comme tout ce qui se fait en ce moment, c'est un côté très savoureux, sensoriel, etc., qui peut être mis en avant tout en gardant le côté artisanal, avec les mains, etc. Et voilà. Et des photos plutôt qualitatives, quoi. C'est ça. T'as le même avis, toi, Céline? Moi, oui, j'ai clairement la même opinion. Et si je devais accompagner le client là-dessus, je dirais qu'il faut absolument qu'il passe un cap avec un photographe culinaire et peut-être un designer culinaire même, pour mettre un peu plus en valeur le plat qui est existant, sans enlever tout ce qui fait sa force, mais parce que c'est un plat qu'on partage, donc c'est important de le garder, mais le designer culinaire peut apporter un autre regard sur ce plat et du coup apporter quelque chose en salle en plus et sur les photos aussi. Il y a peut-être aussi un autre élément qui serait intéressant de mettre en avant, mais on parle d'une chaîne, donc d'une franchise en fait finalement. C'est intéressant aussi d'en savoir un peu plus sur les personnes qui décident de rentrer dans l'aventure. Peut-être qu'il y a là aussi une série de portraits imaginés pour comprendre en fait pourquoi on a envie de rejoindre une aventure comme celle-là. C'est toujours intéressant, ça, moi je trouve, d'utiliser le portrait. Ça peut être d'ailleurs accompagné d'un beau shooting photo en même temps. Oui. Ouais, ça va très bien ensemble. Ouais, ça va super bien ensemble. Ouais, ça permet d'humaniser, d'expliquer le pourquoi du comment, quoi. Donc, ok. Est-ce qu'on a fait le tour sur la stratégie de diffusion? Moi, c'est pas mal, hein? Ouais, on est pas mal. Ouais. Donc on va passer du coup au troisième temps de cette bulle créative où on va parler du visuel. Donc là on va plutôt laisser Céline et Juju parler parce que on pourrait vous montrer à l'écran notre niveau de dessin avec François. Ça serait génial. Ça serait incroyable. On a dessiné des nouveaux logos. Prochaine fois. Qui veut prendre la parole en si première? tu veux, je te laisse parler. Si tu veux, je prendrai la parole sur le logo. Allez, ok, donc je te laisse la partie plus logo, oui. Du coup, pour l'identité visuelle, pour faire un petit audit rapide, comme on disait tout à l'heure, sur toutes les valeurs qui ont été expliqué par François. Donc l'identité visuelle, le logo date de 1962, donc Céline vous en parlera un petit peu plus tard. Il a évolué au fil du temps, donc toujours avec ces deux couleurs noir et jaune, un gros duo qui fait quand même sa force aujourd'hui et qui est hyper reconnaissable, notamment dans les restaurants. Donc pour avoir un objectif de repositionnement et passer du coup au niveau supérieur en gagnant une étoile, on pourrait imaginer du coup des typographies un peu plus modernes, un peu plus à empattement avec serif pour avoir ce côté beaucoup plus premium. En gardant aussi une seconde typo qui est plus moderne, plus minimaliste, donc pour avoir vraiment cette élégance, cette discrétion, etc. Pour les couleurs, donc on garderait quand même ce duo qui fait la force de l'entrecôte, mais j'avoue que mettre un petit peu moins de jaune, ça serait pas mal. Peut-être avoir un noir un peu moins profond aussi, un gris un petit peu anthracite ou un brun assez foncé, pour pas que ça soit un noir cheap. Et le jaune peut-être amener un côté un peu plus orange ou même doré pour ce côté un peu plus haut de gamme. Pour le logo, donc ça serait garder aussi uniquement la typographie et enlever
la vache ou alors la rendre beaucoup plus minimaliste. Je pense que Céline en reparlera aussi. Et comme je disais, pour l'iconographie, avoir des photos beaucoup plus premium et plus close-up aussi, gros plan qui montrent ce côté savoureux et haut de gamme. Bon, voilà pour. On part sur une sacrée base. Ouais, c'est déjà c'est très bien. Pas mal de choses à changer en fait. Pas au mal de final, choses à changer. C'est garder l'existant en le rendant un peu plus premium. Ouais. On monte d'un cran. Voilà. C'est ça. Céline, qu'est-ce que tu nous proposes Alors moi, ce que je propose, du coup, je vais parler un peu plus du logo. Tu en as parlé un petit peu. C'est les typographies sont généralement script. Le logo est aussi sur cette idée de script. Avec une évolution. Il y a toujours eu cette base humaine dans le logo et ça, c'est important, je pense, de le conserver. Mais aujourd'hui, on est sur une présence typographique qui est assez proche d'autres enseignes comme Buffalo Grill ou des boucheries, etc. On est sur ce type de lettrage. Et donc, oui, ça marche très bien pour ce qui est actuellement, mais il va falloir monter en gamme avec un peu plus de raffinement sur la typographie, donc soit avec de la typographie sérif, soit carrément un lettrage entièrement fait à la main parce que on monte en gamme et du coup on se permet de faire appel à quelqu'un qui va entièrement dessiner à la fois le logo et peut-être la typographie qui est associée. Sous forme de signature un peu. Sous forme de signature, ce qui correspond en plus à leur idée de plat. Ils ont un plat signature, c'est un resto signature. On fait une signature aussi pour le logo, c'est assez raccord. J'aurais envie d'aller plus loin parce que pour moi, leur signalétique doit aussi être changée. C'est-à-dire que si tu montes en gamme comme ça, peut-être que les devantures de restaurants devraient être faites par des peintres de lettres à la main. Ce qui ferait monter d'un cran aussi leur design d'arrivée du client. On le verra toujours de loin parce qu'il y aura toujours ces couleurs un peu fortes. Et pour autant, quand on arrive, on fait waouh devant la devanture. Tu vois, pour moi, ça fait partie aussi du message à véhiculer. Et après, j'aurais envie de dire qu'il y a autre chose à changer, c'est la carte. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a une carte qui est présente sur la table qui est plastifiée, jaune. Il faudrait revoir les prints avec des papiers un peu plus nobles et des versions pas plus premium, tout simplement. Bah oui, c'est faire évoluer toutes les déclinaisons de l'identité visuelle. C'est ça. Je suis d'accord. Et sur la partie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les restaurants à l'intérieur, oui. C'est assez brut. Est-ce qu'il y a des choses à changer ? Après, pour moi, c'est une fois que l'identité est plus haut de gamme, forcément, dans le design des restaurants, ça change aussi. Donc, forcément, il faut rendre ça plus premium. C'est vrai que c'est des nappes jaunes en papier, donc rendre ça un peu plus chic, quoi. Donc, ça serait changer ça. Comme dit Céline, c'est tous les menus en plastique. Après, on a un univers très tartan écossais, etc. Après, ça a à voir parce que c'est garder aussi le côté traditionnel et toute l'histoire. Mais après, c'est un dosage dans un équilibre de peut-être plus subtilement, amener ça plus subtilement, quoi. Oui. En fait, globalement, pour l'instant, l'effet que ça fait, c'est « voyez-moi, regardez-moi ». Enfin, c'est très flashy et il faudrait réduire en nuances l'identité visuelle. On ne s'enlève pas le jaune, on ne s'enlève peut-être pas le côté écossais. Enfin, on peut en reparler. Voilà. Ça fait partie de la tradition. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Je n'ai pas trouvé pourquoi. Il y aura une promo, je pense, avec ça doit être ça. Mais il va falloir gérer tous ces petits détails qui font que la clientèle va revenir parce qu'elle est séduite. Voilà, on veut la fidéliser. Et donc, c'est par tous ces petits arrangements dans la salle que ça va aussi se faire. Ça en fait des choses à changer. Ça va coûter combien tout ça Voilà. On va s'arrêter là. Et sur la partie site internet, qu'est-ce qu'il y aurait à changer ? Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Alors, déjà, si on refait toute l'identité de marque avec les couleurs, il faut forcément adapter le site internet à tout ça. Pour moi, il y a un manque aussi dans le site internet et globalement dans l'identité. Ça manque, je trouve, de pictogrammes associés aussi à l'image de marque qui peut-être simplifierait la lecture à certains niveaux.
Et après, dans la navigation, c'est toi le spécialiste. Ça renvoie la balle. Non, mais je suis ce que vous avez dit. Après, avec une nouvelle identité, Bien tu sûr. ferais un site incroyable. Ouais, mais ça montre à quel point, peut-être pour aller tranquillement vers la conclusion de l'épisode, ça montre à quel point tout cela, en fait, est interconnecté. Donc, si jamais vous êtes dans un moment où vous allez vivre avec votre marque un changement, un pivot, une transition, c'est important de penser tout ça un peu en même temps. On voit bien que finalement, d'un message, on arrive sur la stratégie de diffusion et on arrive sur le visuel en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retenir. Si jamais c'est quelque chose que vous allez vivre avec votre marque prochainement, une stratégie de communication, ça se pense vraiment en amont et c'est assez complet, quoi. Moi, c'est ce que je retiens de cet épisode-là. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se retrouver très prochainement. Ah, tu avais peut-être une dernière chose à ajouter, Céline, non ? J'allais dire, Je t'ai senti... J'allais dire, on va manger. On va manger, ouais. Ça, c'est après. On n'a pas encore terminé la vidéo. Mais en tout cas, on va se retrouver très prochainement pour... une nouvelle vidéo avec ce format-là. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous plaît, parce que nous, on a plein d'idées, on a plein d'autres marques qu'on aimerait bien analyser comme ça et les aider à passer au niveau supérieur, au niveau de la communication. Merci à vous trois pour cette nouvelle émission. Ça va, ça a été Merci. À toi, ça y est. Génial, merci à toi. ressenti cool. Top. Très, très. Génial. Bon, eh bien, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Ça permet de soutenir la démarche. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.